Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne vais pas vous faire une conférence au sens doctoral du terme. Je suis d'abord un entrepreneur. J'ai le plaisir de co-diriger une entreprise de distribution qui anime un peu plus de 300 magasins aujourd'hui en France et un peu plus qu'en France. J'ai aussi la responsabilité depuis plusieurs années d'être le président d'une fédération professionnelle qui regroupe sous une même égide, sous une même enseigne, si je puis dire, Natex Bio, qui regroupe à la fois des gens qui transforment et produisent de l'agriculture biologique pour faire des aliments. De la même façon, tout un syndicat qui regroupe des fabricants de compléments alimentaires. Et puis enfin, un syndicat qui regroupe l'ensemble des fabricants de cosmétiques. Alors, bien sûr, le bio, ça n'est pas né en un jour, et par rapport à vos différentes questions, je voudrais essayer de reprendre quelques chiffres ou quelques informations qui, à mon avis, sont importantes pour essayer d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui au Maroc et ce qui s'est peut-être passé dans d'autres pays précédemment. D'abord, on reste sur un tout petit marché. Il faut avoir en tête qu'en France, le marché du bio, il est plus petit que le marché du champagne. Le marché du bio, c'est 7 milliards d'euros sur le marché français, et il se trouve que le marché du champagne, c'est quasiment le même montant. Donc on est vraiment dans deux marchés qui sont comparables. La seule différence, c'est que le marché des produits biologiques, il progresse année après année de l'ordre de les mauvaises années de 15%, les très bonnes années de 25%. L'année dernière, c'est une progression de plus de 22% que le marché français a enregistré. Alors tout n'est pas né, bien sûr, en un seul jour, et bien sûr, il faut un certain nombre d'éléments qu'on va essayer de décrire ensemble pour au moins être capable d'en faire quelques comparaisons par rapport au marché marocain. La première chose, c'est qu'il faut des initiatives individuelles. Quand je dis des initiatives individuelles, c'est que bien naturellement, il faut que la préoccupation bio, manger différemment, se nourrir, voire même se soigner, voire même se maquiller, soit d'abord une préoccupation individuelle. C'est d'abord une motivation individuelle qui amène les consommateurs vers la démarche bio. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces opérateurs soient le plus rapidement possible structurés, au sens organisé. Et moi, je me réjouis de voir qu'au Maroc, il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui commencent à prendre jour. C'est pas toujours facile, il peut y avoir des luttes de personnes, ça peut être effectivement sur des problèmes de produits très différents, mais ce qui compte, c'est que ces entrepreneurs individuels se retrouvent pour faire converger un certain nombre d'actions communes. Ces actions communes, et c'est le troisième point, elles doivent être mises à disposition des autorités. Donc ici, de l'ensemble des ministres, de l'ensemble des services, parce qu'il faut non pas coécrire une loi ou un décret, ça serait effectivement très présomptueux, mais il faut chercher à ce que la problématique bio rentre par capillarité au fur et à mesure dans la culture, dans l'écriture des lois, dans l'écriture des décrets, pour que la spécificité du bio soit le plus vite reconnue. Ça peut être lent, il peut y avoir des moments de déception, des moments de, entre guillemets, combat, parce que nous sommes par certains côtés un peu dérangeants. Et les acteurs du bio, ils sont un peu dérangeants au sens où ils ne sont pas dans un sens commun, comme on peut le voir un peu partout. Donc c'est absolument indispensable. Et enfin, il faut par tout moyen faire une forme de prosélytisme. C'est ce que j'essaye de faire avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire chercher à faire connaître que se nourrir en bio, c'est pas simplement un acte individualiste, c'est aussi pour faire naître dans votre pays, comme ça a eu la même démarche en France, de faire naître une agriculture un peu différente. Le plus souvent sur des circuits les plus courts possibles. Vous avez vu que la bio, en tout cas en France, elle est née d'abord dans un des réseaux de magasins spécialisés. Elle est venue après dans la grande distribution, bien sûr, mais c'est d'abord dans les réseaux des magasins spécialisés et dans les marchés. Et c'est là que l'essentiel des consommateurs ont découvert l'intérêt de consommer différemment des produits biologiques. Ensuite, deuxième point qui me paraît indispensable, c'est d'être de plus en plus dans une obligation, pas simplement de moyens, mais aussi de résultats par rapport au fait que faire produire des fruits ou des légumes en bio, les transformer après en produits prêts à consommer, eh bien, les engagements que doit prendre l'agriculture biologique doivent être de plus en plus avec des résultats,
absence totale de pesticides ou avec un seuil extrêmement bas, bannir l'ensemble des OGM, etc. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais il est bien évident que nos consommateurs, vos consommateurs, ils attendent de plus en plus le fait que le bio soit capable d'être prouvé, au sens avoir des études, avoir des analyses qui prouvent qu'effectivement on peut avoir confiance. Le plus grand ennemi de l'agriculture biologique, c'est l'absence de confiance. C'est donc la défiance, c'est donc les menteurs. Et il faut être absolument intransigeant sur ces sujets-là. Il ne faut pas badiner. Soit c'est bio, et bio ça veut dire qu'on respecte un certain nombre de règles, un certain nombre d'engagements, qu'on prouve. Soit ça peut être naturel, et c'est très bien d'être naturel, mais ce n'est pas bio. Et si on veut que la certification bio garde toute sa valeur, c'est tout à fait indispensable. Alors après, bien naturellement, tout au long de la genèse de ces développements de marché, ce qu'on a pu constater, c'est d'abord le développement de la bio au sens alimentaire. Et la création des produits bio au sens alimentaire, ce sont d'abord des initiatives individuelles de telle ou telle ferme, de tel ou tel producteur, qui d'un seul coup a une prise de conscience, soit une prise de conscience écologique qui n'a rien à voir avec la politique, sauf en Allemagne où il y a eu historiquement des liens très forts entre l'agriculture biologique et les mouvements politiques, mais c'est vraiment qu'en Allemagne, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc d'abord, ça procède d'une volonté personnelle, du fait que manger bio sera meilleur pour la santé. Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui le prouvent, elles sont encore peu nombreuses, trop peu nombreuses, mais toutes celles qui sont sorties, à chaque fois, prouvent que, et c'est assez le bon sens, que c'est quand même nettement meilleur de consommer un produit biologique que de consommer un produit en chimie, comme disent un certain nombre d'agriculteurs bio très défenseurs de leur métier. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'appliquer bien sûr à structurer le marché, parce que le principal frein du bio, d'abord c'est son absence de notoriété, parce qu'on en entend parler, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment de mettre un produit bio? Et là je vais donner quelques exemples. Et les exemples sont finalement assez simples. Il y a quelques années en Europe, on pouvait appeler un produit alimentaire bio dès l'instant qu'il avait au moins 75% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. L'ensemble des opérateurs, dont la fédération que je préside, a fait pression en commun avec l'État, d'abord l'État français, puis l'organisation européenne, la CE, pour faire que le bio ne soit noté bio que s'il y a au moins 95% d'ingrédients bio, et que si un certain nombre de produits sont absolument non présents dans les produits alimentaires. C'est exactement la même démarche dans les produits de compléments alimentaires. Historiquement, les compléments alimentaires peuvent être faits avec une plante complète, puis on a commencé effectivement à autoriser et à obtenir des autorisations pour faire que on puisse présenter des produits qui ne soient pas simplement des compléments alimentaires, c'est-à-dire pas des médicaments pour lesquels il y a des autorisations de mise sur le marché, mais des compléments alimentaires enregistrés auprès de l'administration européenne, reconnus comme étant effectivement des produits efficaces et sur lesquels on peut porter tel type d'allégation. Même chose sur la cosmétique. La cosmétique, au début, il y a quelques années, on pouvait appeler un produit cosmétique bio quand il avait un tout petit pourcentage d'ingrédients bio. La grande démarche, la grande force qui s'est créée au fur et à mesure, c'est que aujourd'hui, pour qu'un produit porte la notion de Cosmé Bio, qui est une marque, un signe de qualité, il faut qu'il ait au minimum X%, aujourd'hui bientôt 15%, d'ingrédients qui soient certifiés biologiques. Ce que je veux simplement exprimer, c'est que c'est une vraie démarche progressive. D'évidence, tout ce qui existe aujourd'hui n'est que le fruit d'un travail collectif fait en commun. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin d'une pression amicale mais efficace de nos consommateurs. Les premiers viennent souvent dans les AMAP, puis après dans nos magasins. On a besoin effectivement d'une profession qui se structure. Alors ça peut être des réseaux de magasins structurés, mais ça peut être aussi des revendeurs indépendants, et c'est c'est une autre forme d'organisation. On a besoin bien naturellement de liens avec le pouvoir au sens de l'administration, parce que c'est elle qui édicte les règles, et qu'on se doit de parfaitement respecter les règles si on veut exister, même si on se doit aussi d'être là pour chercher non pas à faire bouger les lignes, mais en tout cas à comprendre que l'agriculture biologique, elle a une vraie identité, des vraies règles qui doivent être extrêmement strictes, mais particulières. Et moi je pense que le Maroc a énormément de chance.
Je pense que le Maroc a énormément de chance pour des raisons très simples. D'abord parce que vous avez un historique de production agricole, fruits, légumes, beaucoup de légumes en particulier, plantes et autres ingrédients sur lesquels il y a un vrai savoir-faire marocain. Dans le même temps, il y a énormément, en France, mais aussi en Allemagne, de consommateurs qui sont très réticents sur des origines. Je vais prendre simplement un exemple, c'est avec l'Espagne. L'Espagne, c'est pas très loin. Aujourd'hui, quand vous présentez aux consommateurs en Europe des produits issus d'Espagne, je pense à des fruits ou à des légumes, des fraises, des courgettes ou des produits transformés, des conserves de légumes, l'origine Espagne est un handicap, alors que l'origine marocaine est et sera, à mon avis, de plus en plus un net avantage. Ça veut dire que le Maroc, il a parfaitement la capacité, dès l'instant qu'il y a une émulation saine qui se crée, le Maroc a parfaitement la capacité à prendre une place particulière. Je vais prendre un autre exemple, c'est la Turquie. La Turquie qui n'est pas dans le pays, dans l'Europe, donc il y a les mêmes, entre guillemets, contraintes ou difficultés que le Maroc vis-à-vis de la CE. La Turquie est devenue un des principaux pays pour l'origine d'un certain nombre de matières premières. Des fruits secs, du raisin, des dattes, des figues et autres produits qui, pour un certain nombre d'entre eux, pourraient parfaitement être produits au Maroc. Donc moi, je suis très optimiste parce que je pense qu'il y a en ce moment un certain nombre de configurations positives. Il y a la naissance d'une vraie conviction écologique. Vous avez été les champions, et je ne le dis pas pour vous... On dit en France tirer les pompes, je ne sais pas comment on dit ici, mais je ne vous dis pas pour vous flatter. Après la COP 21 à Paris, vous avez fait la COP 22, et c'était un énorme succès, ça a donné un énorme retentissement de votre pays et de sa démarche écologique. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement important, parce que ça veut dire que dans la tête des gens, alors peut-être pas de tout le monde, mais dans la tête des gens, il y a une vraie prise de conscience collective. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi, au fur et à mesure, par le niveau d'éducation, par le niveau d'infrastructure, vous avez fait naître une classe moyenne marocaine, parfaitement éduquée, parfaitement à même d'être très sensible à la qualité des produits qu'on vend. Et il faut être non dépendant de besoins alimentaires primaires pour s'intéresser au bio. Si on n'a pas de quoi manger, on va d'abord s'intéresser à la quantité avant de s'intéresser à la qualité. Et dès l'instant qu'on peut commencer à s'intéresser à la qualité, alors la création d'un marché bio est tout à fait possible. Et puis la troisième chose, c'est la nature, la géographie, pour lequel le Maroc a des avantages à la fois de proximité avec l'Europe, mais aussi d'une terre qui est parfaitement fertile pour être capable de faire un certain nombre de productions en local. Donc moi, je fais un prosélytisme parce que je pense que c'est le moment pour que les forces, globalement, les acteurs, pas fatalement en se mettant d'accord sur tout, mais en se mettant d'accord sur l'essentiel, travaillent ensemble pour développer une agriculture biologique, des réseaux de distribution, une relation partenariale entre eux, des opérations conjointes, mais de bonne escience et de bon niveau vis-à-vis des administrations, dont on a absolument besoin, et puis bien naturellement, être capable de porter un message qui soit collectif et positif pour l'agriculture biologique. En tout cas, ça s'est passé comme ça en France. Je rappelle que l'agriculture biologique en France, elle n'existait pas avant les années 73-74. Il n'y avait rien. Il y avait des espaces agricoles, oui, il y avait des terres qui étaient produites en nature. On parlait de produits complets, naturels. On ne parlait pas du tout de produits biologiques. Les premières réglementations biologiques, elles sont venues à partir des années 75. Et si on prend un seul exemple qui est le miel, un certain nombre de producteurs de miel en France s'étaient réunis sous une association pour créer un cahier des charges privé. C'est-à-dire, nous, Pierre, Paul, Jacques, on va effectivement essayer d'écrire ce que devrait être le cahier des charges pour le miel. Et le cahier des charges pour le miel, c'est un des cahiers des charges les plus compliqués à écrire, parce qu'on peut essayer d'enfermer une abeille dans une cage, ça ne va pas marcher longtemps. Or, il se trouve que pour écrire ce cahier des charges sur le miel, on a d'abord fait des études sur les abeilles. Les abeilles, elles ont un rayon d'action qui est de 3 km à 4 km, pour simplifier. Ça veut dire que si on pose des ruches dans des endroits non pollués, à 4 km à la ronde, on est capable de commencer à s'intéresser à produire un miel biologique. Ce cahier des charges, il s'est appelé Organiel, organique et miel, donc il a été mis en place dans les années 80 et il a servi de base à la rédaction du cahier des charges français sur le miel. Ce qui a donné naissance
au logo AB, agriculture biologique. Puis ce cahier des charges français, il a servi de base pour écrire le cahier des charges européen. Tout ce savoir-faire-là, il a mis un certain nombre d'années, mais pour moi, il n'a pas à être réinventé. Bien sûr qu'il a à être adapté en fonction des pays, de leur géographie, de leur culture, ce qu'on veut, mais tout ce qui a été fait, c'est autant d'éléments qui sont mis à disposition. En tout cas, moi, la fédération que je préside, elle le fait vis-à-vis de vous tous, hein, c'est d'essayer de dire en quoi ce qu'on a essayé de faire. Je ne dis pas qu'on est exemplaire et qu'on est les champions du monde, hein, je sais la très très mauvaise et très justifiée réputation des Français sur deux. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qui a été fait comme travail vous serve, nous serve, parce que ça nous servira ensemble à développer une agriculture biologique puissante, organisée, créatrice de richesses et d'emplois, parce que c'est quand même bien ce qu'on essaye de faire. Et si en plus les gens qui consomment bio se sentent mieux, se portent mieux, sont en meilleure santé, eh ben, ça sera encore plus une bonne nouvelle pour le futur. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire.